Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. À l'émission Maman Maintenant, on aime découvrir différents portraits familiaux. Et des familles, il y en a de tous les genres. Aujourd'hui, on rencontre Catherine, qui est maman d'un garçon, Malik, et qui a eu sa famille avec une autre femme. Merci, Catherine, d'avoir accepté l'invitation. À mes yeux, il y a de plus en plus de familles avec des parents du même sexe. Puis je trouve ça bien qu'on puisse en parler pour peut-être briser certains tabous. Parle-moi de ton portrait familial. Est-ce que ça faisait partie de tes rêves depuis toujours d'avoir une famille? Oui, effectivement, moi, c'était quelque chose qui était d'emblée nécessaire. Je ne me voyais pas vivre ma vie sans porter un enfant, sans avoir un enfant à la maison. C'était impossible pour moi de concevoir une vie sans famille. En tant que femme qui aime les femmes aussi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit « ce serait peut-être pas possible, mon rêve est pas accessible » ou au contraire, pour toi, c'était tellement un but que tu pouvais défoncer toutes les barrières? Bien, en fait, j'ai jamais vu ça comme impossible, dans la mesure où, autour de moi, j'avais une connaissance hétéro qui est super gentille. Puis elle avait déjà cheminé et avait déjà un enfant par elle-même, seule. Elle n'avait pas rencontré l'homme de sa vie, puis elle avait fait les démarches par elle-même. Donc, tu sais, je savais que c'était possible, peu importe ton orientation ou ton style de vie, là, dans le fond. Donc, pour toi, Catherine, comment ça a fonctionné? Tu as rencontré la femme avec qui vous avez eu Malik. Êtes-vous passée par une clinique de fertilité? Oui, tout à fait. Dans le fond, on est allé vers le privé au début, étant donné que c'était un service qui n'était pas gratuit. Et puis, finalement, bien, le gouvernement a décidé de mettre ça gratuit en 2013. Donc, on a passé dans le système avec le CHUL. La seule différence, c'est que le CHUL, lui, nous obligeait de rencontrer un travailleur social, dans le fond, en couple, ensemble, pour voir si on était apte à élever un enfant, dans le fond, là, psychologiquement et tout. Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu choquée, mais par la suite, j'ai compris que c'était un mal nécessaire là, de faire ce cheminement-là. Et si je me trompe pas, ça rend les démarches un peu plus longues de passer par le public versus le privé? Oui, tout à fait, parce que l'attente est beaucoup plus longue. Juste le travailleur social, c'était 3 à 6 mois. Ça faisait déjà 1 an que moi, j'attendais pour procéder, dans le fond. Là. Donc, tu sais, ça l'a... Tout était un système d'échelle qui était interminable. Là. Un peu comme le serpent à échelle. Là, tu penses que tu es rendu, puis tu redescends. Là. Déjà, avoir des enfants avec des parents de genres différents, même si ça se fait de façon plus naturelle, quand il n'y a pas de problème d'infertilité, ça peut chambouler certains couples, ça peut amener quelques interrogations. Est-ce que pour vous, toute cette démarche-là, des fois, elle vous a éloigné ou rapproché? Comment ça s'est passé là, dans votre histoire? Ben non, ça ne nous a pas éloignés. Là. Au contraire, là, on était prêtes à faire le cheminement ensemble. Donc, on était prêtes à faire les sacrifices, puis toutes les étapes. Là. Il n'y avait pas... J'ai une question à propos des choix que vous prenez quand vous êtes 2 mamans. Est-ce que c'était facile de décider qui allait porter l'enfant? Là, avec la clinique de fertilité, est-ce qu'on utilise le système reproducteur de la personne qui va porter l'enfant? Comment vous avez pris vos décisions? Puis, de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, nous, en fait, là, moi, c'était certain, vu que j'étais la plus vieille, que je voulais porter un enfant. J'étais quand même déjà rendue à 34 ans à l'époque. Donc, c'était quelque chose qui commençait à sonner, là, la cloche, là, comme on dit. Et puis, à ce moment-là, ma conjointe, elle voulait un bébé brun aussi, entre guillemets. Donc, tu sais, la question s'est pas posée. C'est allé d'emblée. Par contre, le choix du donneur, lorsqu'on est arrivé pour choisir, on est allé avec les critères qui pouvaient aller chercher des caractéristiques qui pouvaient lui ressembler, elle. Donc, les yeux bleus, les cheveux noirs.
Puis c'était, entre guillemets, backorder. Là. Il restait juste un donneur, mais il mesurait 6 pieds 5. Ah. Donc, on l'a pris. Donc, c'est pour ça que j'ai un grand mince à la maison. Ouais. Donc, ça s'est fait quand même facilement. Les étapes en fertilité, la prise d'hormones et tout ça, est-ce que ça a été rapide aussi pour tomber enceinte pour vous? Moi, j'ai eu énormément de chance. Là. Ça a été très rapide. Dans le fond, la première insémination a fonctionné du premier coup. Par contre, elle n'a pas tenu. À 13 semaines, je l'ai perdue. Donc, c'est quelque chose qui est peu rare là, chez les femmes. Là. On pense que ça arrive juste à nous, là, mais que finalement, quand on en discute avec les gens autour de nous, on se rend compte qu'on est, je pense, 3 sur 4 là, à qui ça arrive. Puis ensuite de ça, bien, on a recommencé. Puis tout de suite, encore une fois, je suis tombée enceinte et il a tenu. Donc, j'ai pas eu... la procédure, elle a vraiment pas été difficile parce que moi, ça l'a tenu les 2 fois. Tandis que, tu sais, j'ai des gens autour de moi que eux, ça l'a pris 5 puis jusqu'à 10 même avant que ça fonctionne. Puis la prise d'hormones, c'est très, très, très contraignant pour les gens autour de toi parce que ça affecte énormément ta patience, ton humeur. Donc, moi qui n'ai pas vraiment beaucoup de patience, ça a été très, très, très avantageux pour les gens autour de moi. Ouais. J'allais dire que moi, les hormones naturelles m'affectent beaucoup, donc je n'imagine pas si on m'en donnait encore plus. Là. Catherine, je pense que maintenant, c'est un portrait qui est plus, qui est plus fréquemment vu, des modèles de famille avec des gens qui ont le même genre. Mais quand tu l'as vécu, est-ce que tu avais l'impression parfois que certaines personnes posaient un regard inquiet dans le jugement, qu'il y avait des questions par rapport à votre choix en tant que couple? En fait, moi, j'ai eu énormément de chance parce que mes parents... Moi, je suis la dernière de 4. Et puis, mes parents ont accueilli l'idée à 100 millions de %. J'ai même pas eu de doute ou quoi que ce soit. C'était même désiré de la part de ma mère que je tombe enceinte là, le plus rapidement possible. Puis, autour de nous, bien, de la manière dont j'étais entourée à ce moment-là, personne n'a porté aucun jugement. Au contraire, là, les gens étaient contents. Donc, j'ai pas eu de problème autour de moi, même au travail ou peu importe la sphère, là, vraiment aucun. Ouais. Malik a quel âge aujourd'hui? Il a eu 8 ans là, dernièrement. Ouais, c'est un grand garçon très épanoui. Ouais. Ah oui, bien, j'en doute pas. Puis Malik, là, dans son éducation, dans les différentes étapes de sa vie des 8 dernières années, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es questionné, où tu t'es demandé comment ça allait se passer pour lui à la garderie ou à l'école? Bien, à la garderie, ça a été numéro 1. Ça a été reçu à bras ouverts, là, qu'on soit 2 mamans. Il n'y a eu aucun malaise, aucun jugement. À l'école non plus, il n'y a pas eu rien. Puis je pense qu'au contraire, Malik est fier de dire qu'il y a 2 mamans. Tu sais, et mettons, à la fête des pères, il fait ses cartes pour ses grands-pères. Donc, tu sais, il va vers une direction tout le temps qui pour lui, est simple. Là. Il ne se met pas de barrière par rapport à ça. Puis, il ne nous pose pas la question parce qu'il sait comme la réponse un peu. Mais il m'a jamais... puis pourtant, verbalement, il pourrait l'exprimer facilement. Tu sais, c'est qui mon père ou, tu sais, il est où mon père? Mais non, il sait très bien là, comment ça s'est... comment qu'il est né. Il sait qu'il était dans mon ventre. Il sait que c'est un donneur à quelque part qui nous a permis de l'avoir. Là. Ouais. Il y a des décisions gouvernementales dans votre histoire qui vous ont permis d'avoir accès à la fertilité gratuitement. On le disait tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que nos institutions encouragent ou encore vous supportent bien dans ces démarches-là? Oui et non. Là, pour moi, oui. Pour d'autres personnes qui sont en problème de fertilité, qui doivent aller in vitro et tout, qui doivent sortir de l'argent de leur poche, je trouve ça vraiment déplorable. Mais pour moi, ça a très bien été. Ouais. Quels seraient les points là, qui, selon toi, seraient à améliorer ou encore à rendre plus facilitant pour les familles avec des parents du même sexe? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mieux? Bien, en fait, c'est les papiers. T'sais, les papiers qu'ils émettent au début. Le certificat de naissance à Malik, son premier, le nom du père, c'était écrit le nom du père.
Puis tout dernièrement, j'étais allée à l'école, au service de garde, puis personne contact en cas d'urgence. Encore une fois, c'était écrit nom de la mère, nom du père. Je me suis tournée vers la secrétaire. Elle dit, ouais, elle dit, ça n'existe pas encore 2 fois le nom. Tu sais, c'est des petits détails comme ça. Le passeport de mon fils aussi, c'est encore ça. Tu sais, c'est toujours nom du père, nom de la mère. Ce serait juste de mettre ça plus accessible. Là. On est en 2022. Je pense pas que ça serait une grosse tâche administrative de changer ces papiers-là. Là. Ouais. Non, ou juste de donner l'option, finalement, d'avoir les formulaires qui permettent aux papas de même sexe de les remplir sans questionnement. C'est ça, on peut se permettre de dire monsieur, madame ou ou autre, mais ces papiers-là sont comme d'emblée déjà prédestinés père-mère. Ouais. Est-ce que vous avez dû choisir qui allait avoir le nom père ou le nom mère dans votre situation? Ça s'est fait tout seul, entre guillemets, parce que comme j'ai accouché de Malik, tous les papiers étaient mère avec mon nom, puis étaient père avec le nom de ma conjointe de l'époque. Donc ils ont fait ça automatiquement. Exactement. Par contre, j'ai donné à Malik le nom de famille complet. Moi, j'ai pas mis mon nom de famille, le nom complet de mon ex, pour vraiment qu'il y ait un sentiment plus d'appartenance. Là. Donc, pour lui, c'est quelque chose aussi qu'il sait très bien. Moi, mon nom de famille, c'est mon nom de famille. Son nom de famille, c'est le nom de famille de son autre maman. Fait que c'est quand même très bien. Là. Moi, je voulais pas nécessairement un nom composé de famille. Là. Je le savais très bien qu'elle allait me ressembler, donc il n'y avait pas de doute sur ma maternité avec lui. Là. Ouais. Moi, je suis maman d'une petite fille, puis je m'identifie finalement comme une mère de fille, on dirait à cause de mon genre qui est féminin. Je me demande si d'avoir un garçon en étant 2 femmes, vous vous êtes dit, vous êtes posé la question comment vous alliez pouvoir lui offrir un modèle masculin. Est-ce que ça faisait partie aussi de vos interrogations quand vous avez su que Malik s'en venait? Bien, moi, en fait, à la base, là, j'ai pas pleuré une seule fois dans ma grossesse, je pense, ou presque, sauf quand j'ai su que c'était un garçon. Moi, je voulais vraiment un garçon. Ah ouais, moi, je voulais vraiment un garçon. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le linge de bébé de fille, ça venait pas me chercher. Tandis que le linge de bébé pour garçon, là, ça m'alimentait. Non, ça a vraiment pas été une contrainte dans la mesure où je suis entourée de garçons. Tu sais, dans le fond, j'ai beaucoup d'amis garçons qui sont aussi peut-être homosexuels, mais ça paraît pas. Ils paraissent pour mes conjoints, là, souvent. Là. Fait que, c'est pas contraignant. Puis, Malik a plein d'images autour de lui, mais j'ai même des amis qui l'amènent faire des activités du sport que moi, je pratique pas. Puis Malik, exemple, il prenait des cours de ski. Moi, je fais pas de ski, mais un de mes bons amis fait du ski. Bien, il vient chercher Malik, puis il l'amène faire du ski avec lui. Il passe plein de moments avec des figures masculines. Donc, tu sais, ça m'inquiète zéro de pas avoir nécessairement de figure paternelle, entre guillemets, à la maison. Là. Dans le fond, nous, chez moi, j'ai 2 grands frères. Il y a quand même un oncle de l'autre côté dans sa famille. Il y a des grands-pères. Donc, tu sais, des figures masculines, là, on n'en manque pas là, dans notre entourage. Là. Donc, on est gâtés à ce niveau-là. Là. On a reçu à l'émission Maman Maintenant une solo-maman, en fait, qui a choisi d'avoir un donneur avec une identité qui permettait à son enfant de le contacter dans le futur si jamais il y avait des questions pour lui ou pour en connaître davantage sur son historique. Est-ce que vous êtes allé pour cette option-là ou au contraire, vous avez choisi quelqu'un qui, comme tu me le disais, vous a fait un cadeau et ça reste ainsi? Bien, en fait, comment ça fonctionnait au CHUL à l'époque? Tu ne pouvais pas choisir un donneur avec lequel, dans un futur rapproché ou éloigné, tu pouvais prendre contact avec. Donc, c'était vraiment anonyme. Moi, ça faisait mon affaire. Je ne souhaitais pas non plus avoir quelqu'un qui revient des années plus tard en se prétendant être le père de mon enfant. Là. Donc, c'était gagnant pour moi d'avoir cette option-là dans l'optique où moi, je ne souhaitais pas avoir quelqu'un qui arrive dans notre vie à un certain moment donné. Là. Ouais. On veut pas tout chambouler non plus. Non. À Maman Maintenant, on rencontre des familles avec des portraits familiaux différents. Est-ce que Malik a des amis avec des parents du même genre, du même sexe? Est-ce que c'est une normalité pour lui? Est-ce que dans 20 ans, si on refait l'émission, ça n'aura pas rapport pas en tout d'inviter des parents qui ont la même identité sexuelle? Bien, Malik, dans le fond, a grandi avec un de ses amis qui lui aussi vient d'une famille, dans le fond, du même sexe.
Puis, nous, c'était pas... il voit aucune différence au fait que, exemple, son ami a 2 mamans et ses 2 autres amis avec qui il a grandi depuis 8 ans, c'est des amis qui sont amis depuis le jour 1. Eux sont issus d'une famille papa-maman, entre guillemets, traditionnelle. Puis, il n'y a jamais eu de questionnement ou de malaise ou de différence qui s'est posée, dans le fond, dans cette situation-là. C'est juste normal pour ces enfants-là. Puis je pense que dans 10 ans, pour aller jusqu'au bout de ta question, Oui, oui. ça va être quelque chose qui va être tout à fait normal parce qu'il y en a de plus en plus, mais énormément. Il y en a plus qu'on pense dans le milieu auquel je côtoie. Là. Exemple, au deck hockey, je me rendais pas compte qu'il y avait une majorité de gens autour de nous qu'on côtoie qui... C'est toutes 2 mamans avec des enfants, puis pas 1, 2, 3, tu sais. Donc, c'est juste rendu une normalité. Je pense que tout le monde a le droit... T'es amoureux, t'as envie de fonder une famille. La question ne devrait même pas se poser, d'après moi, à savoir si t'es apte ou t'es pas apte. Donc, le côté travailleur social, moi, je dirais qu'on pourrait le tasser au fil des ans, là. Ou l'utiliser aussi pour les familles hétérosexuelles. Exactement. C'est dans les 2 sens. Là. Il y en a beaucoup, là, que c'est des accidents. Puis, finalement, ben c'est des beaux accidents, mais il y en a aussi que ça peut briser des couples, ça peut briser des familles. J'ai des amis aussi qui sont ensemble depuis 20 ans. Ils auraient voulu en avoir, sont allés en insémination, ça n'a pas fonctionné. Jusque-là, est où la limite des gens qui sont aptes ou qui sont pas aptes? Qui peut juger ça, par rapport à pourquoi mon couple aurait besoin d'avoir une consultation à savoir si je suis apte à avoir des enfants versus mon voisin, où je vois pas où la ligne qu'on peut tracer sur ça, mais ça, c'est... Pour ce qui est des 2 mamans, est-ce que vous vous appelez les 2 mamans? Vous avez des surnoms particuliers ou... Bien, lorsque Malik est à la maison, c'est juste maman. Par contre, c'est lorsqu'il doit définir là, une ou l'autre, il dit Maman Catherine, exemple. Il dit notre nom après le maman. Oui, ouais. Juste pour que ce soit plus clair. Puis est-ce que pour l'autre maman, la grossesse, l'arrivée de Malik, ça a été un peu plus difficile pour le lien ou encore ça s'est fait tout naturellement puis vous aviez vraiment bien préparé son arrivée? Ça s'est fait naturellement. Dans le fond, pour elle, il n'y avait aucun doute, aucune interrogation. Sa maternité était aussi importante, aussi grande que la mienne. Puis il n'y a pas une seule seconde où dans ma famille, dans nos amis, même ses parents, qui sont grands-parents de Malik, ont douté de leur lien familial, dans le fond, avec Malik. C'est beau, puis c'est le fun de pouvoir compter sur un réseau là, qui est soutenant, bienveillant envers toi. Je le répète encore, mais il n'y a eu aucun moment dans ton parcours de maman où il y a eu un accro ou une situation délicate? Dans le fond, c'est arrivé une fois lors d'un anniversaire où Malik avait été invité chez une de mes très bonnes amies, là, dans le fond, où c'est ses parents, dans le fond, les grands-parents de cette amie-là, qui, eux, ne connaissent pas grand-chose au niveau de l'homoparentalité et de tout. Donc là, Malik se fait demander « Mais c'est qui son père? » Donc là, j'explique, il n'a pas de père, c'est un donneur. Oui, mais il doit avoir un père à quelque part, là. C'est qui? Puis là, la personne, elle insiste. Ça crée énormément des malaises parce que tu l'expliques à la personne, mais la personne, elle n'ouvre pas ses œillères, là, elle veut comme pas se rendre là. Est-ce que c'est parce que c'est une personne plus âgée ou... Je ne saurais dire, là, mais ça peut arriver. Mais je vous dirais, dans les années... Dans mes années, dans les années même de mes parents, c'est mitigé. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas. Donc, tu sais, du côté de ma mère, tout le monde comprend. Du côté de mon père, tout le monde a compris aussi. Puis mes parents sont âgés, là, ils ont plus que 80, là. Donc, tu sais, c'est pas des jeunes personnes âgées, là, entre guillemets. Ils sont pas au début, là. Donc, mais je pense que tout vient de la famille aussi, là. Donc, tu sais, c'est à démystifier l'homosexualité, démystifier tout ça, ça commence à la maison, là. Ça commence pas à l'école, là. Donc, tu sais, si vous faites les premiers pas à la maison, votre enfant il est déjà au courant. Votre enfant fait déjà des liens.
Donc, tu sais, c'est ça, c'est un rôle de parent, je pense, à la base. Et non, c'est pas le rôle du professeur ou de l'éducateur à l'école de faire cette éducation-là. Je pense que ça commence à la maison. Oui, définitivement. Catherine, tu as vraiment été chanceuse. Est-ce que tu en es consciente quand tu compares peut-être ton histoire à d'autres personnes qui t'entourent? Bien, vraiment. J'ai vraiment eu une famille extraordinaire, ça, en tout point. Puis, tu sais, je regarde des gens que je connais autour de moi qui ont eu un enfant, puis les parents veulent même pas, parce qu'elle ne l'a pas porté, ils ne veulent pas s'identifier à cet enfant-là. Ils veulent pas se dire grands-parents parce que, dans le fond, ils ne voient aucun lien parentaux, dans le fond, entre sa fille et cet enfant-là, dans le fond. Moi, je trouve ça extrêmement déplorable pour mes amis parce que, d'un côté, c'est un gros rejet là, de la part de tes parents. Tu sais. Est-ce que ses parents acceptent effectivement son homosexualité? Ça, c'est une autre histoire. Mais là, c'est un rejet parental au niveau de ton enfant. Donc, ça va encore plus loin. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas haut et fort, mais il y en a encore. Tu sais, moi, j'ai extrêmement de chance avec ma conjointe actuelle aussi. C'est totalement sain avec sa famille, sa mère, sa sœur, toute sa famille au complet m'ont accueilli les bras ouverts. Il n'y a même pas eu une seule hésitation à aucun moment. Et aussi pour mon fils, là. Mon fils fait partie de leur famille, puis il n'y a même pas un doute là-dessus. Donc, tu sais, cette chance-là que j'ai, j'en suis extrêmement consciente parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui l'ont pas eu facile. Qu'aujourd'hui, ça l'est, mais que dans leur parcours, ils ont eu beaucoup d'embûches puis beaucoup d'échelles à gravir là, pour l'acceptation de leur situation. Là. Ouais. Il y a des combats partout à travers le monde pour rendre les couples avec des personnes du même sexe légales pour certains pays et tout ça. Dans notre société, on est déjà plus avancé, mais à tes yeux, qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait améliorer ici? On a parlé des formulaires, mais dans la vision que certaines personnes ont des couples du même sexe, oui, bien, c'est sûr que, tu sais, l'homophobie, comme le racisme, comme tout, il y en a partout, là. Il y en a vraiment partout. Moi, je suis chanceuse. Je suis née en Inde, mais j'ai grandi ici. Il aurait pas fallu... J'aurais pas pu vivre... J'aurais rien pu vivre de ma vie en Inde parce que là-bas, premièrement, c'est ça. Tu peux pas... Si t'es homosexuel, tu le dis pas, je pense. Là. Tu sais, c'est vraiment tabou. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer, tu sais... Legault dit qu'il n'y a pas de racisme systémique, mais moi, je pense qu'il y en a, puis je pense que de l'homophobie, il y en a aussi. Mais les gens se gardent plus une limite sur l'homophobie parce qu'ils savent qu'ils vont se faire ramasser. Tu sais, c'est les deux côtés que Malik vit. Tu sais, Malik, il vit du racisme, mais il n'a pas vécu de commentaires sur le fait qu'il y ait deux mamans. Mais tu sais, il a vécu du racisme. Fait que, tu sais, c'est comme touché. Oui, c'est dur, surtout que tu as un petit garçon de 8 ans là, qui est là-dedans. Non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, j'en ai eu du racisme quand j'étais jeune, mais moi, je me faisais défendre par ma sœur. Ma sœur, elle mesure 4 pieds 11, mais tu l'écœures pas, tu sais. J'avais cette opportunité-là d'avoir une grande sœur qui baquait tout le temps, au primaire surtout. Puis après ça, au secondaire... je faisais du sport et je performais dans mon sport, donc j'étais dans les cools. J'ai pas eu à... J'ai pas été dans... J'étais pas la personne qui se faisait regarder croche, mais en 1980, il n'y en avait pas d'enfants de couleur dans les écoles. Donc, tu sais, c'était quelque chose de nouveau que les gens vivaient. Puis l'homophobie, ça a été la même chose, parce que dans les années... Quand j'ai découvert que j'étais homosexuelle. J'étais avec un garçon à l'époque, là, tu sais, c'était pas... Puis la personne que j'ai côtoyée à cette époque-là était avec un garçon aussi, tu sais, on s'est questionné. Mais ça n'existait pas tant que ça dans les années 90 non plus, là, ce questionnement-là. Je me serais pas vue avoir un enfant dans les années 90 non plus avec une femme, parce que j'aurais pas senti l'ouverture. Parce que déjà, l'ouverture de l'homosexualité n'était pas là, versus aujourd'hui. Dans les années 2010, là, ça s'est mis à
plus être ouvert, puis à plus être normal. Mais les couples cachés, là, il y en a eu longtemps. Là. Longtemps, longtemps, là, il y en a qui le disaient même pas à leurs parents. Moi, j'ai eu la chance de même pas avoir besoin de le dire. Ma mère, elle l'a deviné. Tu sais, je veux dire, elle est arrivée une journée, elle n'a pas nommé mon chum de l'époque pour venir au souper de famille. Elle a dit, tu veux-tu venir avec ton ami? Tu sais, elle avait compris. Mais, en tout cas, ma mère était sûre qu'elle la comprenait tout le temps d'avance, avant moi. Elle était avant-gardiste, Ouais, puis non, bienveillante aussi, ouais, exactement. dans l'ouverture. Ouais. Donc, on voit qu'avec ce que tu nous racontes, ton propre vécu, dans les 30 dernières années, déjà, ça a évolué parce que maintenant, tu t'assumes, tu as une famille et tout ça. Pour Malik, dans les 20 prochaines, qu'est-ce que tu lui souhaites avec notre société, l'acceptation? En fait, je sais qu'il est déjà accepté. C'est déjà accepté. Tu sais, ce que je lui souhaite, simplement, c'est de rester à l'aise avec ça, puis de ne jamais avoir peur de le dire. Tu sais, de ne pas douter de ce que les gens pourraient en penser. Là, c'est sûr qu'il est au primaire, au secondaire. Plus la vie avance, plus les gens critiquent et peuvent devenir méchants. Mais, tu sais, c'est encore là, c'est encore drôle. Malik qui prend sa place, je ne penserais pas qu'il vive ça parce qu'il a un bon caractère. Il ne tient pas du voisin. Fait que, mais en même temps, on ne peut pas les protéger partout. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Là. Ouais. C'est super intéressant, Catherine. Puis merci d'avoir livré ton témoignage en toute transparence. On a pu répondre à nos questions, démystifier la question et voir que ça s'est vraiment bien passé pour toi. C'est rassurant, j'en suis certaine, pour plusieurs personnes qui sont à l'écoute. On se souhaite tous un entourage bienveillant comme celui que tu as eu, qui nous accepte peu importe nos différences. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Maman Maintenant parce que chaque maman a son histoire.